Ce n'est pas un secret que le monde soit rempli de mensonges. Il y a des tonnes de soi-disant faits auxquels presque tout le monde croit, qu'il s'agisse de l'histoire ancienne ou du corps humain. Mais je vais vous prouver que certains sont faux. Coïncidence canine. Quand vous pensez au loup, à quoi pensez-vous? À la pleine lune? Il serait temps de revoir cette image, car les loups ne hurlent pas du tout à la lune. Écoutez ça, les canidés nocturnes hurlent pour communiquer entre eux. Et parfois, la lune est pleine. Mais ils n'adressent pas tout ce vacarme vers la lune elle-même. En fait, les loups hurlent la plupart du temps dans l'obscurité totale. C'est juste que nous ne pouvons pas les voir faire. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'idée de hurler à la lune a pu rester. Tout d'abord, les hurlements sont plus faciles à entendre les nuits de claire lune, car elles sont généralement sans vent. Deuxièmement, nos ancêtres s'aventuraient davantage à l'extérieur par pleine lune, car ils pouvaient mieux s'orienter à sa lumière. Et c'est probablement à ce moment-là qu'ils rencontraient des meutes de loups hurlants. Réveil brutal. On l'a tous déjà entendu. Il ne faut jamais réveiller un somnambule. Sauf que si. Et oui, il n'y a pratiquement aucune preuve scientifique ou médicale que en secouant légèrement votre frère ou votre sœur somnambule, il tomberait raide mort d'une crise cardiaque ou de frayeur. Alors évidemment, être réveillé brusquement quand on se brosse les dents ou quand on prend son bain à 3h du matin effrayerait n'importe qui. Donc pas la chose la plus sympathique à faire. Les experts du sommeil recommandent en fait d'amener doucement un somnambule dans la direction de son lit, sans le réveiller complètement. Pensez-y, comme un troupeau de moutons. Sauf que c'est votre grand-mère dans sa chemise de nuit préférée. Côté du cerveau. Vous vous souvenez en cours d'art, cette fille qui peignait parfaitement alors que vos portraits à vous ressemblent à de la cire fondue. Vous avez pensé qu'elle était plus cerveau droit que vous. À côté de ça, toute personne douée en maths ou en sciences devrait avoir un côté gauche plus développé. Facile quoi. Eh bien non. Même si les deux hémisphères de notre cerveau sont responsables de fonctions différentes. L'idée qu'une personne excelle dans le créatif ou l'analytique, parce que l'un de ses côtés est plus développé, est absurde. C'est grâce à une équipe de neuroscientifiques ayant analysé en 2013 les cerveaux de plus de 1000 personnes de 7 à 29 ans, et qui n'a trouvé aucune preuve qu'une personne s'appuie plus sur un côté du cerveau que l'autre lors de tâches quotidiennes. En fait, les deux hémisphères travaillent en tandem, et se complètent comme le yin et le yang. Nous sommes donc tous plus ou moins ambidextres lorsqu'il s'agit d'utiliser notre tête. Mémoire de 3 secondes. Quiconque ayant eu un poisson rouge sait que ce ne sont pas les animaux de compagnie les plus intéressants. Vous avez peut-être déjà utilisé l'expression « mémoire de poisson rouge », car leur cerveau ressemble à une passoire. On dit souvent que le poisson rouge a une mémoire de 3 secondes, alors qu'il est en vrai plus intelligent que nous le pensons. Diverses expériences ont eu en effet prouvé que les poissons rouges avaient une mémoire atteignant les 5 mois. En 2009, des chercheurs israéliens ont entraîné pendant 1 mois des poissons à associer l'heure du repas avec un son diffusé par haut-parleur. 5 mois plus tard, quand le son était rejoué, les poissons accouraient pour se nourrir. Votre petit poisson rouge ne redécouvre donc pas le monde de nouveau à chaque tour de bocal. Tomates et ketchup. Quand vous prendrez du ketchup, pensez à ceci. À l'origine, ce condiment n'avait rien à voir avec les tomates. Au XVIIe siècle, le ketchup n'existait pas. En revanche, beaucoup d'Européens parcouraient déjà l'Asie en essayant tout ce qu'ils pouvaient manger et boire. Lorsque les envahisseurs britanniques rentrent d'Asie du Sud, ils avaient un trou en forme de bouteille en sauce dans le cœur, le souvenir du ketchup, ou ketchup, comme on l'appelait outre-mer. Ce condiment très savoureux était probablement une sauce de poisson fermentée, mais personne ne connaissait la composition. Pendant un certain temps, on essaya d'imiter le ketchup avec un cocktail d'ingrédients étranges, comme les noix, les champignons, la saumure de poisson, l'ail, les anchois et les haricots rouges. Ce n'est qu'en 1801 que les tomates firent leur apparition dans un livre de recettes de Sandy Addison. Il ne restait plus qu'à massacrer le nom et attendre 1869 que Heinz n'en produise en masse. Et voilà, le ketchup est né. Canular poilu. Vous avez sans doute déjà entendu que raser les poils du corps ou du visage les fait repousser 10 fois plus épais. Mais ce ne sont là que les paroles de quelqu'un essayant de saboter votre premier rendez-vous. Le rasage n'a aucun effet sur l'épaisseur, la couleur ou la vitesse de repousse. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir commis une erreur après avoir rasé cette sale touffe de poils sur votre avant-bras. Mais il n'y a vraiment pas lieu de paniquer. Les poils semblent plus visibles lorsqu'ils repoussent car le rasage leur donne une pointe émoussée, plus grossière, en apparence plus épaisse et plus foncée. Si vos poils poussent de façon exponentielle après chaque rasage, c'est que vous êtes peut-être un loup-garou.
jusqu'au bout des ongles. Concernant vos ongles, cette fois-ci, ils ne poussent pas tous à la même vitesse. Vous avez déjà remarqué que certains sont plus longs alors que vous les avez coupés en même moment. Chaque ongle pousse à son propre rythme. Et ceux des doigts les plus longs, comme l'index ou le majeur, poussent plus vite que ceux des pouces. Pour la même raison, les ongles des pieds poussent 3 fois moins vite que ceux des mains. Vous ne ressemblerez donc pas au Gruffalo tout de suite. Les scientifiques pensent que le flux sanguin stimule la croissance des ongles. Vous remarquerez donc que les ongles de votre main dominante doivent être coupés plus souvent. Pièce tueuse. Imaginez ceci. Vous avez grimpé l'Empire State Building en voyant les gens en bas marcher comme de minuscules fourmis. Vous vous demandez, si je laisse tomber 1 centime, est-ce que ça tuerait quelqu'un? Désolé pour les psychopathes en herbe, mais non, ce ne serait pas le cas. Malgré ce qui se dit, 1 centime est trop petit, trop plat et trop amorti par l'air pour devenir une arme mortelle, même s'il tombe du haut de l'Empire State. En effet, lorsque la pièce tombe, elle entre en collision avec les molécules d'air, ce qui provoque une force de traînée qui s'oppose à la force de gravité et ralentit son accélération. Lorsque les deux forces s'équilibrent, la pièce atteint ce que l'on appelle la vitesse terminale et tombe au sol comme une feuille. Être frappé serait comme une simple pichenette sur le front. Demandez au psychiatre Louis Blomfield. En 2012, il s'est laissé frapper par des pièces d'incense, distribuées par des ballons à hélium flottants pour reproduire l'effet d'une pièce tombant d'un gratte-ciel, et il a déclaré que cela ne lui faisait pas mal du tout. Le mythe des araignées. Il n'y a rien de plus terrifiant que de savoir qu'en moyenne, une personne avale 8 araignées dans son sommeil chaque année. Cette affirmation est non seulement fausse, mais repose sur une toile de mensonges. Tout d'abord, les araignées ne se promènent pas dans la bouche des humains. La plupart des gens ne dorment pas la bouche ouverte. Et si c'était le cas, une grotte humide et venteuse ne serait pas l'endroit rêvé pour elles. De plus, nous dormons de manière si agitée que le moindre mouvement équivaut à un tremblement de terre pour un petit arachnide. Alors, d'où vient ce mythe? La plupart des sources font référence à un article de 1993 de la journaliste Lisa Birgit Holst, dressant une liste de légendes urbaines. Les gens commencèrent à citer l'article comme véridique, bien que Holst ait indiqué clairement qu'il s'agissait d'un mythe. Le reste de l'histoire est connu, mais ce n'est pas tout. Aucune recherche ne permettra de retrouver cet article ni la journaliste. Le nom Lisa Birgit Holst est même une anagramme de la phrase « This is a big troll ». C'est dingue, hein, n'est-ce pas? Colère rouge. Voici une image familière. Un matador agite sa cape rouge et en un clin d'œil, de la vapeur sort des oreilles d'un taureau en colère, prêt à charger. Mais pourquoi cette haine? Les taureaux ont-ils une dent contre le rouge? Bien au contraire, et ils ne peuvent même pas le voir, car ils n'ont pas le cône rouge nécessaire dans leur rétine comme nous. La raison de leur irritation est le fait que quelqu'un agite un morceau de tissu devant eux. Ce qui suffirait à irriter n'importe qui, si vous voulez mon avis. Et pourtant, une question demeure, pourquoi le rouge? Traditionnellement, la cape était utilisée pour cacher l'épée du matador, qui l'utilisait pour transpercer le taureau lors de sa charge. Le rouge fut choisi parce qu'il permettrait de masquer les taches de sang. Et sans doute pour économiser sur le nettoyage aussi. Entre singes et hommes. Ah, l'évolution. N'est-il pas fascinant que les chimpanzés se soient progressivement redressés et passés par différentes formes d'hominidés avant d'arriver à l'homme moderne d'aujourd'hui? Oui, si ça avait été le cas, je sais ce que vous pensez. Mais Darwin l'a dit, non? Bien que Darwin ait expliqué notre étroite relation avec les primates dans son livre révolutionnaire de 1859, L'origine des espèces. Et il n'a jamais prétendu que nous descendions directement de ces êtres arboricoles. Même s'il n'a pas décrit une progression aussi linéaire, il a souligné qu'humains et primates avaient évolué d'un ancêtre commun ayant vécu il y a des millions d'années, avant de former deux espèces distinctes. Bien sûr, les autocollants de pare-choc, les t-shirts et les mèmes ne seraient pas ce qu'ils sont sans cette évolution simpliste du singe à l'homme que nous avons l'habitude de voir. Piqûre de méduse. Si vous avez été piqué par une méduse en vacances, on sait qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, ouvrir sa braguette et uriner sur la piqûre. Malheureusement, des recherches menées en 2017 montrent que cette action radicale ne fera rien d'autre qu'attirer l'attention. Elle pourrait même aggraver les situations. Les tentacules des méduses possèdent des millions de petites lances enchâssées dans des nématocystes qui lancent des dards dans votre peau et libèrent un flot de venin. Contrairement à la croyance populaire, l'urine est trop diluée pour avoir un effet quelconque et essayer de les gratter ne fera que les incruster davantage. Il n'y a qu'un seul remède à ce malheur, le vinaigre. Ce produit, hautement concentré, est la seule chose dont il est prouvé qu'elle désactive les nématocystes de la méduse, vous permettant de retirer les tentacules en toute sécurité.
si vous avez pensé à en mettre dans votre sac de plage bien sûr. Qui a construit les pyramides? Tentez de vous rappeler la construction des grandes pyramides de Gizeh vers 2530 avant Jésus-Christ. Et vous aurez probablement des images d'esclaves travaillant sous un soleil de plomb et portant plus de poids en pierre que leur dos ne peut en supporter. Selon des égyptologues, ce scénario fut popularisé à tort par les films d'Hollywood et est inexact d'un point de vue historique. En 1990, un touriste tomba par hasard sur les tombes préservées des ouvriers du projet de construction monumentale. L'analyse archéologique a révélé qu'environ 10 000 bâtisseurs pauvres du nord et sud de l'Égypte s'étaient regroupés par loyauté envers leur pharaon. Bien qu'ils étaient libres, le travail n'en était pas moins éreintant, et il a fallu probablement une trentaine d'années pour achever une pyramide. Le fait que ceux qui mouraient étaient enterrés dans des tombes proches des pyramides sacrées prouve également qu'ils étaient très respectés. Le fruit pas défendu. Vous aurez du mal à trouver quelqu'un qui vous dira que le fruit maudit ayant causé le bannissement éternel d'Adam et Ève du jardin d'Éden était autre chose qu'une pomme. Le fruit défendu n'est identifié officiellement nulle part dans la Bible. Comment un fruit aussi modeste a-t-il pu acquérir la réputation d'apporter la mort et la maladie à la race humaine? En bref, c'est un bon vieux jeu de mots latins. Lorsque la Bible a été traduite de l'hébreu au latin au IVe siècle de notre ère, le mot mali, qui signifie mal, a été utilisé pour décrire l'arbre du bien et du mal. Cela ressemble beaucoup au mot mala ou malum, qui peuvent tous deux être traduits par pomme. Cependant, dans l'écriture originale, les mots ne sont même pas proches. Le mot pour mal dans Genèse 2,17 est ra, tandis que le mot utilisé pour pomme dans Proverbe 25,11 est Cantique des Cantiques 2,3 et tapouage. Cela signifie que le serpent aurait pu offrir n'importe quoi, des figues aux grenades ou aux avocats. Ah, quelle tournure millénaire cela aurait pris. Alors, lequel de ces mensonges avez-vous cru? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.